Salut, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose d'assez intéressant puisque je suis tombé récemment sur un article qui parlait du business des passeports, donc du business de la vente de passeports à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros à travers le monde. Et moi, en tant que petit Français complètement traumatisé par les impôts, je me suis toujours dit que ce business-là, il s'adressait tout d'abord aux Américains, puisque si vous ne le savez pas encore, les Américains, ils sont taxés sur la base de leur passeport. C'est-à-dire qu'ils habitent, je sais pas moi, au Vietnam, en Australie ou à Tombouctou, ou aux États-Unis, ils seront toujours imposés sur la base de leur passeport comme s'ils habitaient aux États-Unis. Donc je me suis toujours dit, logiquement, j'abandonne mon passeport américain pour en prendre un nouveau afin d'échapper à la dure fiscalité américaine et optimiser mon patrimoine à moyen long terme. Et en fait, je suis tombé sur quelque chose qui m'a littéralement choqué, puisque on a tous les petits pays qui sont en train d'essayer de booster leur économie en ce moment, qui révèlent leurs chiffres sur la vente justement des passeports. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous ces chiffres, de tous ces petits pays, de ce business-là, qui jusqu'à présent est quand même resté relativement, on va dire, secret. Et en ce moment, ça agace beaucoup l'OCDE. Restez bien accrochés, il y a beaucoup d'infos très très sympathiques dans cette vidéo. Alors, entre les côtes de la Floride jusqu'aux côtes du Venezuela, vous avez tout un petit chapelet d'îles qui s'égrènent. Et justement, toutes ces petites îles, elles ont besoin de développement économique. Alors, on a certaines îles qui ont réussi à développer leur économie sur le modèle des États continentaux, donc avec une agriculture, une industrie, des services. Donc ça, ces îles-là, elles posent pas véritablement de problème. Par contre, il y en a d'autres qui, vis-à-vis de l'OCDE, enregistrent, on va dire, des niveaux d'opacité qui sont très importants en termes de fiscalité et qui sont donc dans le collimateur de l'OCDE parce qu'elles ne veulent pas communiquer notamment sur des comptes qui pourraient être ouverts, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc ces petites îles, elles sont notamment donc les Bermudes, les Bahamas, Aruba, Antigua, les îles Vierges britanniques, les Antilles néerlandaises, et on a aussi Saint-Kitts et Nevis. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce petit chapelet d'îles, on a un tout nouveau business là qui est en train d'exploser. Bon, en réalité, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est le business de la revente de passeports. Et on a donc Timothy Harris, qui est le Premier ministre de Saint-Kitts et Nevis, qui devant ses compères, ses camarades d'Antigua et de la Dominique et de la Grenade, donc déclaré publiquement et officiellement que l'industrie de la revente de passeports était remarquablement lucrative. Donc ça, en gros, ces petites îles-là qui n'ont pas réussi à calquer leur modèle économique sur celle des gros États continentaux exploitent avec les moyens du bord leurs possibilités pour pouvoir récupérer de l'argent. Et donc la revente de passeports, par exemple pour Saint-Kitts et Nevis, ça représente, si vous voulez acheter un passeport, un investissement de 250 000 $ minimum dans le secteur de l'industrie sucrière, ou carrément un investissement de 400 000 $ dans l'achat d'un bien immobilier. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'inciter les étrangers à amener leurs fonds directement sur le territoire pour relancer l'industrie de la canne à sucre qui est actuellement en pleine crise, et puis donc d'injecter des liquidités dans le territoire pour que le territoire puisse rebooster un petit peu son économie. Donc du coup, on a eu plusieurs autres États qui ont commencé à imiter Saint-Kitts et Nevis. Et la question qu'on se pose, c'est véritablement dans quel but les clients viennent-ils acheter un passeport dans ces États, dans ce petit chapelet d'îles. C'est quoi l'histoire? Parce que, comme je vous l'ai dit en début de présentation, moi j'ai toujours pensé que c'était les Américains qui venaient acheter un passeport et qui rendaient le leur. Et en fait, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on a un passeport de nationalité, par exemple française,
on s'en rend pas compte, mais on a une grande facilité de circulation dans le monde entier. On n'a pas besoin sans cesse de demander des visas et c'est très fluide. Et le truc, c'est que par exemple en Asie ou dans pas mal de pays du monde, que l'on soit riche ou pauvre, peu importe, quand on a une nationalité avec son passeport dessus, il est extrêmement difficile de tout simplement circuler d'aéroport en aéroport, de pays en pays. Et donc l'idée, c'est d'avoir un passeport qui permette de pouvoir voyager facilement sans visa. Et Saint Kitts et Nevis, il permet donc ce passeport de voyager dans plus de 120 pays. Donc c'est des accords qu'ils ont conclus entre les pays. Saint Kitts et Nevis a conclu des accords de manière à ce que les ressortissants de Saint Kitts et Nevis ou ceux qui ont en tout cas un passeport puissent voyager dans plus de 120 pays sans demande de visa. Et ça, pour tous les businessmen ou toutes les personnes qui aiment voyager, c'est véritablement c'est une perle, c'est un sésame. Donc ça, encore une fois, ça permet à quelqu'un qui détient ce passeport de voyager sans contrôle au préalable. Et donc en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et même en Russie, il y a une énorme demande pour ce type de passeport qui permet de circuler facilement dans le monde entier. Et là, ça n'a rien à voir avec une histoire de fiscalité, on est véritablement dans une histoire de liberté de circulation à travers le monde. En réalité, cette non-liberté de pouvoir circuler un petit peu à travers le monde, elle date des années 2000. C'est à partir des années 2000 qu'on a véritablement eu ce mouvement terroriste, cette menace terroriste à l'international, et qu'on a eu un durcissement au niveau des visas et donc de la non-liberté de pouvoir circuler à travers le monde. Et donc c'est à partir de ces années-là qu'il y a eu une demande de clients sur cette thématique de passeport. Donc tout naturellement, les petits pays voilà, les petits pays de ce chapelet des Caraïbes se sont mis à proposer ce genre de service avec Saint Kitts et Nevis qui étaient les leaders et qui ont été assez rapidement rejoints par la Dominique, par la Grenade et très récemment, donc ça c'est très récemment par Antigua en 2013. On a même le Premier ministre de Sainte-Lucie, donc Kenny Anthony, qui est en train aussi, lui, de s'orienter sur cette voie. Donc il y a véritablement une demande client, une véritable demande client pour acheter des passeports. Et pour le moment, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que Antigua qui impose une durée minimale de séjour. C'est-à-dire que, et encore, c'est quand je dis de séjour, c'est 5 jours par an. C'est pas les 181 jours pour avoir une résidence fiscale ou quoi que ce soit. C'est simplement tous les autres petits pays là qui proposent ces passeports à la vente ne réclament même pas de durée minimale de présence sur le territoire. C'est vraiment juste un sésame administratif qui permet de circuler facilement à travers le monde entier. Et c'est justement face à cette demande économique que moi j'ai été scotché parce qu'on a eu les chiffres récents de Antigua qui expliquaient que plus de 2 tiers des passeports qu'ils avaient vendus, c'était des passeports qui avaient été vendus à des Chinois et à des pays notamment du Moyen-Orient. Et moi je me suis véritablement toujours dit qu'il y avait une histoire de fiscalité. Or là, ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout le cas. On rentre vraiment dans des considérations beaucoup plus larges. Et vous allez voir qu'aussi derrière, on va beaucoup plus loin. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais voilà, déjà, la fiscalité, en tant que petit Français, on est complètement assailli par ce concept. Dès qu'on sort un petit peu de France, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres contraintes que nous on ne voit pas en tant que Français, mais qui sont bien réelles pour des Asiatiques, pour des ressortissants du Moyen-Orient ou de Russie. Par exemple, un exemple concret, au cours des 2 dernières années, les Iraniens, donc des businessmen iraniens, il faut savoir
qu'ils ont tout simplement contourné certaines mesures, parce qu'à l'international, voilà, on n'a pas le droit de faire du business avec l'Iran sur beaucoup de choses. Et donc ces businessmen iraniens, ils ont contourné ces mesures internationales en se référant donc à leur nouvelle citoyenneté. Donc ils achètent leur passeport de Saint Kitts et Nevis par exemple, et avec ce passeport-là, ils se déclarent en tant que citoyens de cette petite île et ils peuvent signer des gros contrats avec plusieurs pays à l'international. Et ces pays qui normalement auraient jamais eu le droit de faire du business avec ces Iraniens. Donc voilà typiquement le genre de mesures qui énerve profondément l'OCDE en ce moment. Et vous allez voir que ça s'arrête pas là. Pourquoi ça s'arrête pas là? Tout simplement parce que actuellement on a des personnes qui sont poursuivies dans leur propre pays pour avoir fait, je sais pas moi, des malversations financières, du trafic de stupéfiants, etc. Et donc ces personnes-là, tout simplement, elles quittent leur pays et elles viennent se réfugier dans leur nouveau pays pour éviter toute extradition. Et ça, véritablement, ça a le don d'énerver l'OCDE et ça cause des grosses tensions à l'international. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le business de la vente de passeports, c'est surtout à cause de ça, hein, qui commence à véritablement un petit peu énerver l'OCDE et qu'on risque d'avoir des pressions qui sont relativement fortes en ce moment. On a eu par exemple le Portugal qui vient de voter au 1er juillet le gel de l'octroi des documents contre investissement. C'est-à-dire que suite à tous ces scandales politico-financiers, le ministre de l'Intérieur a dû démissionner et donc du coup il y a eu un effet, ça n'a pas été un effet rétroactif, mais ils ont simplement à stopper toutes ces mesures qui facilitent l'octroi des documents contre un investissement. Alors où est-ce qu'on en est actuellement dans ce business de la vente de passeports? Alors vous allez être étonné, mais bon, ça reste un marché à deux vitesses. On a d'un côté en Europe, avec toujours plus de règles, de réglementations, donc avec les autorités européennes qui assurent se montrer donc beaucoup plus draconiennes hein, sur l'attribution de ce genre de précieux sésame au final. Alors que dans les îles entre la Floride et le Venezuela, donc toutes les petites îles des Caraïbes là, que je vous ai présentées dans cette vidéo, là le business fonctionne à plein pot puisque qu'est-ce qui se passe? Malgré toutes les tensions internationales, malgré qu'ils soient dans le collimateur de l'OCDE, ils ont réussi à signer des nouveaux accords pour avoir un accès sans restriction à l'espace Schengen pour les détenteurs d'une pièce d'identité qui est délivrée notamment par la Grenade ou la Dominique. Alors là, on se dit, non mais c'est un petit peu quand même bizarre, c'est un petit peu hypocrite de pointer du doigt, que l'OCDE pointe du doigt notamment ces petits pays, et que ces petits pays derrière arrivent à trouver des nouveaux accords et à continuer à développer leur business. Le risque qu'elle porte, ces petites îles, c'est que ça devienne tout simplement des plaques tournantes pour le blanchiment d'argent, pour le trafic de drogue, pour l'accueil on va dire de gens qui sont condamnés dans leur propre pays pour des délits financiers ou autres. Donc elles supportent un véritable risque et je pense que dans les années qui vont venir, elles vont devoir être beaucoup plus sélectives sur les dossiers qu'elles acceptent pour ne pas justement trop entamer leur image de marque. Et justement, il y a un excellent pays qui joue à 200% la carte image de marque. C'est l'île Maurice. Cette petite île, elle est extrêmement sélective sur les résidents qu'elle accueille sur son territoire. L'île Maurice connaît une croissance économique très importante et ça se ressent vraiment sur place. J'ai d'ailleurs choisi d'y installer ma petite famille pour 3 grandes raisons. La première, c'est qu'on y parle français et que les services médicaux et culturels sont adaptés aux Européens. Donc il n'y a pas de choc des cultures comme ça peut être le cas par exemple si on s'expatrie en Asie ou au Costa Rica ou dans des pays qui n'ont vraiment pas du tout la même culture que nous. Ensuite, la deuxième raison, c'est que si vous aimez comme moi les activités nautiques, tout ce qui est surf, kitesurf, etc., même la voile, la plongée sous-marine, vous allez pouvoir en profiter toute l'année grâce à un climat de rêve. La troisième grande raison, c'est la fiscalité qui est douce si vous êtes un investisseur, un trader ou un entrepreneur.
Vous pouvez ainsi mettre un véritable coup de boost à votre santé économique et augmenter rapidement votre niveau d'indépendance financière en vous installant à l'île Maurice. Vous m'avez posé beaucoup de questions par email concernant notamment tous les montages fiscaux qu'il est possible de réaliser quand on vit à l'île Maurice pour optimiser au maximum ses impôts. Alors vous savez que ces questions sont délicates à traiter publiquement, mais j'ai quand même décidé de tout vous révéler et d'aller même encore plus loin, puisque je vais vous donner les techniques pour vous implanter sur l'île Maurice, quelle que soit votre situation actuelle. Vous pourrez ensuite mettre en place un montage fiscal qui est très peu coûteux et qui vous assure une vie libre et sans impôts. Je vous explique tout ça sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve tout de suite derrière.